C'est un modèle qui est extrêmement simple. Il y a énormément de niches. C'est un modèle assez facile à lancer aujourd'hui. D'autant plus qu'on a des super plugins Affimax, Winamaz, AWP. Ça, c'est vraiment génial. Tu peux vraiment automatiser un site de niche, avoir constamment des produits disponibles best-sellers. Et après, forcément, voilà, d'autres sources d'affiliation. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus rémunératrices. Ça va être un petit peu plus complexe d'aller trouver à la fois les bons programmes et les niches où il y a suffisamment d'intérêt. Mais une fois que tu en as une, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, il y a de l'affiliation par rapport au trading où c'est hyper rentable. Trading, crypto-monnaie, tout ce qui est rencontre, là aussi c'est super intéressant. On a encore plein de niches sous-exploitées avec des programmes en rev share qui vont te rémunérer à 50-60%. Donc ça, c'est génial. Salut à tous, aujourd'hui on reçoit Maximilien Labadie chez les Makers. Ravi de te recevoir. Tout d'abord, comment ça va? Ça va super. Et un grand merci à toi pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être dans ton show parce que c'est vrai que tu as invité pas mal de beaux intervenants et c'est un honneur de pouvoir être présent là pour la suite. Eh ben, on continue avec les bons intervenants en t'invitant du coup. Moi, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir parce que, comme je te disais en off, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit il faut que tu parles à Max parce qu'apparemment, tu as pas mal de choses en commun avec lui. Et j'imagine que c'est à travers les voyages. Je sais que tu n'habites pas en France, le travail que tu fais, tu as une formation aussi. Donc, hâte d'en savoir un peu plus sur toi. Mais avant tout, je vais te demander si tu peux te présenter en quelques lignes. Ouais. Alors, petite présentation rapide. Alors, j'ai fait mes 33 ans il y a 2 jours. Donc, je suis installé ici en Thaïlande depuis 2012. Donc, ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis là. D'abord installé sur Bangkok et maintenant juste à côté de Bangkok, donc en périphérie, dans une maison. En gros, comment je suis rentré dans le bain du web? À la base, c'était une passion en fait déjà de bosser, faire un petit peu d'informatique, des jeux, tu vois, un petit peu comme tous les gens de notre génération, tu vois. Donc, je me suis dirigé vers des études donc d'abord d'informatique puis de web, où là j'ai commencé à faire des sites. Ça m'a beaucoup plu et de fil en aiguille, hein, je me suis rapproché du SEO, de l'affiliation, de la publicité, tout ça. Et c'est pendant mes études en fait que j'ai lancé donc mes premiers sites. Et quand j'ai commencé à gagner mes premières centaines d'euros, j'ai su que c'était ce que je voulais faire dans ma vie en fait. J'ai su que mes études c'était voilà, je voulais pas forcément bosser pour une boîte et je savais qu'il y avait quelque chose à faire de très intéressant en lançant une multitude de sites. Et donc tout a commencé par la publicité avec AdSense. Publicité AdSense, c'était vraiment la chose la plus simple à faire. Et donc ça a très bien marché. J'ai pu générer un SMIC mensuel. Et donc à partir de là, j'ai pu beaucoup plus voyager. J'ai pu faire des voyages avec des potes, tout ça, en solo même. Et à la fin de mes études, je me suis expatrié directement en Thaïlande. Cool. Et est-ce que tu peux revenir sur la date? Tu as commencé en quelle année à faire ton premier site? Premier site, je pense mes premiers sites en HTML, CSS, c'était vraiment 2000, je pense que c'était vers 2006. Vers 2006 à peu près, c'était avec les sous-domaines.free.fr où je faisais vraiment des trucs pour le délire, tu vois. C'était vraiment sur des jeux vidéo que j'aimais bien, tu vois, des choses comme ça. Et c'était vraiment pas passion. Et ensuite, plus tard, 2009, en 2009, j'ai découvert WordPress. Donc là, forcément, j'ai tout de suite adopté, hein. Et ensuite, tous mes sites, ils ont été faits donc sur WordPress. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était beaucoup plus compliqué, hein. À l'époque, pour faire un joli site, à l'époque, c'était avec les templates. Tu reprenais des templates HTML, CSS, tu allais retoucher un petit peu. Bon, et c'est C'était Kevin Jourdan qui en parlait dans le premier podcast, où il disait qu'à l'époque, il avait recopié un template HTML, CSS d'un de ses potes pour vendre un produit. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas, on s'en rend pas compte, mais il n'y avait pas WordPress, il n'y avait pas tous ces plugins, il n'y avait pas l'accessibilité à tous ces programmes d'affiliation non plus, et toutes ces plateformes, tu vois, c'était beaucoup plus complexe. Donc aujourd'hui, c'est plus concurrentiel, mais c'est quand même moins complexe qu'à l'époque, quoi. exactement. En fait, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent maintenant, qui pensent que c'est extrêmement difficile parce qu'il y a trop de concurrence. Mais en réalité, il y a tellement d'avantages en gain de temps pour se lancer. Ça n'a jamais été aussi facile de se lancer, hein. Il y a encore plein de marchés qui sont inexploités. Et vraiment, avec ces outils-là, tu gagnes un temps fou. Et puis maintenant, il y a l'IA aussi. Il y a l'IA où tu peux faire des contenus de qualité vraiment pour 3 fois rien. Enfin, il faut juste avoir du temps, en fait. Il faut avoir du temps disponible. Donc voilà, c'est vrai que oui, il y avait des plus avant, il y avait des moins aussi. Donc
Je pense qu'il y a jamais, c'est jamais trop tard pour se lancer en fait. Ouais, clairement. Clairement. Et pour revenir sur l'IA, toi, t'en es où sur l'IA aujourd'hui? Tu bosses, tu mets le nez dedans ou t'as un FOMO comme, comme tout le monde en voyant tout ça? Bah écoute, j'ai pas trop, trop mis le nez dedans pour l'instant, par manque de temps. Malheureusement, j'aimerais vraiment pouvoir m'y immerger, hein. Pour l'instant, moi, c'était juste limité en gros à Jarvis, tu vois, donc un petit peu les trucs de base. Mais là, c'est vrai que ce qui est sorti avec OpenAI et ChatGPT, là, c'est assez ouf. Et j'ai pas encore fait de test dessus et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y mettre. C'est incroyable, j'étais dessus tout à l'heure. Il y a mon chien qui vient de stériliser. Je lui demande qu'est-ce qu'on doit faire pour que le chien soit bien et se sente bien. Le gars, il m'a sorti un truc point par point. Comment faire pour que ton chien soit bien chez toi et se sente bien. C'est n'importe quoi, et hyper intéressant. Ouais, donc, je pense qu'on va tous les deux plonger le nez dedans et voir ce qui en sort. Et pour revenir à ton parcours, c'était quoi le déclic pour toi du mot entrepreneuriat? C'est-à-dire à quel moment tu disais que c'est quand tu as fait tes centaines d'euros, mais avant ça, tu as quand même mis le nez dedans. Et c'est à quel moment de ta vie, en fait, tu t'es dit, OK, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Peut-être que c'est mon truc. Alors, je pense que c'est à partir du moment où on commence à gagner ses premiers euros, en fait. On se rend compte que il y a peut-être quelque chose à faire et plus tu développes et plus je pense que tu développes ton mindset d'entrepreneur. Et je pense, pour moi, ça s'est fait progressivement parce qu'à la base, j'avais pas du tout ce mindset-là. Tu vois, à la base, moi, j'avais dans ma tête d'être employé, d'avoir une vie assez classique, normale, tu vois. Et c'est ça, le fait de mettre le nez dedans, dans le SEO, dans la publicité en ligne, tout ça, d'apprendre énormément de choses par rapport au développement web et tout ce qui touche au web, le marketing, tout ça. Je pense que c'est venu progressivement, en fait. C'est venu avec tout ça. OK. Et d'un côté formation, comment tu t'es formé à l'époque, toi? C'était beaucoup, déjà pour ce qui était SEO, on a toujours été assez en avance en France. Donc il y avait beaucoup de blogs français qui étaient excellents, donc je me formais sur des blogs FR. Il y avait aussi des forums, il y avait beaucoup de forums qui étaient très actifs. Donc, là, il y avait SEO Sphere, il y avait WebRank Info, il y avait tout ça. Donc c'était assez facile de se former en fait. Et pour tout le reste, tout l'aspect business, affiliation tout ça, c'était US. En fait, c'était des blogs US. Il y avait Niche Poursuite. Il y avait Smart Passive Income aussi, hein, de Pat Flynn à l'époque. Il faisait des trucs pas mal, je trouve. Et ouais, pas mal de contenu US. Il y avait beaucoup de blogs très très intéressants et donc je m'étais formé comme ça. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on se rejoint pas mal là-dessus. J'en ai déjà parlé, mais ma formation était pas mal US aussi. Notamment, tu as Authority Hacker ou Matt Diggity aussi. Donc, pour toi aujourd'hui, Max, quel est un site parfait, un site de niche parfait, euh, lequel, enfin, ton système que tu mets en avant en tout cas par rapport au site de niche? Alors, il y a pas mal de choses à mettre en place pour pouvoir avoir un site de niche au top. Déjà, je pense que le plus important, ça va être de choisir la bonne niche, d'avoir une niche qui a suffisamment d'intérêt, où tu vas pouvoir aussi vendre un produit ou un service, quelque chose qui se vend bien idéalement. Euh, une niche également qui doit pas être pas trop concurrentielle, hein, parce que s'il y a trop de concurrence, ça va être assez difficile de se faire une place, à moins d'y mettre vraiment les moyens. Mais en gros, voilà, il y a tous ces ingrédients à réunir pour avoir une niche au top. Et derrière, ensuite, il faut pouvoir aussi créer le site parfait. Donc, ça va passer déjà par l'expérience utilisateur. Il faut avoir un site qui est pas forcément le plus beau du monde, mais ça doit être un site qui est très facilement compréhensible, facile à naviguer, rapide à charger, où il y a vraiment tout l'essentiel, toutes les informations dont les utilisateurs ils ont besoin en fait. Il faut répondre aux besoins des internautes et surtout bien mettre en avant les produits et les services qu'on promotionne afin d'avoir derrière d'excellentes commissions, plutôt d'excellentes conversions. Ok, bah écoute, merci pour ta réponse. Moi, je voulais savoir un peu plus sur bah, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est ta phase de voyage. Donc, tu es en Thaïlande aujourd'hui, un peu à côté de Bangkok, tu as dit. Ça a été quoi ton premier voyage? Est-ce que ça a toujours été la Thaïlande et pourquoi tu es parti en gros? Alors les voyages, ça a commencé assez jeune en fait avec mes parents qui eux-mêmes étaient déjà passionnés de voyage, donc je pense ils m'ont insufflé cette envie de voyager et donc au début ça a commencé en fait parce que ma mère elle a travaillé pour Air France.
Et donc forcément, on avait des bons tarifs pour pouvoir voyager. Et donc même avant que je sois majeur, j'avais déjà des colonies de vacances, que j'en ai eu quelques-unes qui étaient où j'ai pu voyager très loin, euh, Égypte, Chine, États-Unis. Et je pense que c'est ces voyages-là aussi qui m'ont aussi bah, bien donné cette envie de continuer à faire des voyages le plus souvent possible. Mais notamment le voyage en Chine, où là, c'est vrai que ça m'a mis une claque, ça m'a fait découvrir vraiment un autre univers, parce c'était un voyage en groupe, où on a visité à peu près une dizaine de villes à travers la Chine, et dont notamment des petits villages. Et c'est vrai que ça a littéralement rien à voir avec ce que nous on a en France. Et vraiment, ouais, j'ai bien kiffé la culture. Et ensuite, c'était un déclic, en fait, si tu veux, pour ensuite continuer les voyages, que ce soit en solo, avec des amis ou avec la famille. Ouais. Et du coup, c'est ce qui t'a amené en Thaïlande aujourd'hui. Ouais, je pense, je pense. J'avais déjà fait des voyages au Japon en solo. J'en avais fait deux. Quand j'ai eu la majorité, quand j'ai eu 19 ans. Donc, avec mes économies, je partais en voyage comme ça. Et donc, tous les ans, ensuite, je me suis fixé de faire une nouvelle destination. Et donc, ensuite, ouais, ça a été la Thaïlande. Et pareil, ça m'a fait une claque aussi, la Thaïlande. C'était vraiment un voyage incroyable. C'est même lors de ce voyage que j'ai rencontré donc ma copine, qui est aussi ma femme aujourd'hui. Et forcément, ensuite, alors après, on a fait quasiment que des voyages ensemble. Magnifique. Et pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de voyager, de vivre aujourd'hui en Thaïlande? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà de l'ouverture d'esprit, la patience, le fait de mieux comprendre les autres aussi, hein, qu'il y a plein de façons de penser différentes. Donc même si c'est déjà le cas voilà, en France, en Europe, dans la culture occidentale, mais quand on découvre d'autres cultures comme indiennes, chinoises, thaïlandaises, en fait chaque pays a vraiment une culture très 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 forte. Et vraiment, ouais, ça t'ouvre plein d'horizons. Et franchement, je vois que des avantages à voyager. Après, il y a différentes façons de voyager. Je sais qu'il y en a certains qui vont rester un petit peu dans leur cocon, dans leur confort, peuvent rester entre occidentaux. Mais moi, j'aime bien vraiment m'immerger complètement, aller à la rencontre des gens, des locaux. Et c'est vraiment ce que j'avais fait en fait lors de mes voyages, par exemple au Japon, en Thaïlande, où je faisais toujours en sorte d'aller vers les locaux, et essayer de passer du temps avec eux, faire des activités avec eux. Et c'est vrai que ça m'a fait vivre des aventures assez extraordinaires. Donc, t'es pas le Français typique qui part habiter autre part et qui reste dans une petite communauté de Français. Ouais, exactement, exactement. D'ailleurs, je vois pas énormément de Français ici même. Certains, oui, c'est plutôt par rapport des collègues du boulot, du web, hein. Ça, en général, quand il y a quelqu'un qui passe, voilà, on va se capter. Mais sinon, des gens installés ici, je sais qu'il y a Alan qui est sur Bangkok. On s'était vu récemment. C'est un gars top top. Après, sinon, je connais pas grand monde, mais je sais qu'il y a quand même il y a beaucoup de francophones installés en Thaïlande et sur Bangkok, ouais. Ah bah, il y a Antoine qui était venu au deuxième podcast que tu dois rencontrer du coup. Ouais. Et non, c'est vrai que bah, la communauté, elle est présente, mais assez éparpillée en Thaïlande. La communauté SEO, en tout cas, française. Mais voilà, c'est quand même un très beau pays où tu es, donc tu as bien eu raison de t'installer. Ouais, franchement, c'est un pays top. Et puis, ben, je te retourne pareil le compliment. Bali, c'est également une super destination où vivre. Ouais, il va falloir que tu viennes d'ailleurs un de ces jours. Ouais, c'est clair. Ben, j'étais passé en fait je te connaissais pas encore à l'époque. C'était en 2016. 2016. Et Ouais, de toute façon, j'imagine que c'est toujours aussi bien. ouais, toujours. Et pour toi aujourd'hui, c'est Asie du Sud, Thaïlande, pour des années, pour toujours. Ouais, je pense pour toujours. Ouais, Thaïlande, ouais, Thaïlande pour toujours. Ouais, et ça va, t'arrives, ton quotidien là-bas, c'est pas trop dur sans la sécurité sociale, sans tout ça. Ah non, non, franchement, aucun souci. Franchement, tout est nickel. Il y a tout ce qu'il faut. Le système de santé, il est très bien. Le système d'éducation, pareil. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc tout le monde peut se débrouiller en fait, tu vois. Tu peux trouver une petite assurance sympa. C'est pas si cher que ça. Tu peux être couvert pour tout finalement.
Et ça va pas forcément coûter plus cher qu'une mutuelle en France, en fait. Donc, du coup, on se retrouve à peu près pareil, tu vois. Ouais. Totalement. Il n'y a pas beaucoup de différence. Mais bon, il y en a encore qui sont persuadés du contraire. Et tant mieux. On est bien où on est. Il y a moins de monde. Euh, j'aimerais, j'aimerais revenir un peu sur le côté business. Moi, la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quoi le quotidien de Max? Parce que tu as une formation, tu as tes sites de niche. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors, les journées se ressemblent pas trop. C'est vrai qu'il y a quelque temps, elles pouvaient se ressembler. À l'époque où je gérais que mes sites de niche, voilà, en gros, ça consistait à bah, constamment améliorer l'existant, en fait, essayer d'améliorer le parc de sites. Et puis voilà, quand il y a une belle opportunité qui se présente, lancer un nouveau site de niche. Voilà, ça se résumait à peu près ça. Et, euh, et aussi, c'est vrai que progressivement, j'avais développé une autre activité en parallèle, c'est la vente d'articles sponsorisés, hein. Donc, j'avais développé un réseau aussi depuis assez longtemps, en fait, depuis quasiment 2010-2011. J'ai commencé à créer des sites justement pour vendre des articles et des liens sponsorisés. Donc ça, c'était en gros les deux activités que j'avais, en gros, site de niche et la vente de liens. Ensuite, en 2015, j'ai lancé une formation donc destinée à l'affiliation et aussi de niche. Et donc là, ça a fait encore une nouvelle activité. Et en 2021, on a commencé à faire de la prestation de service. En général, on commence plutôt par la prestation de service et ensuite on va lancer ses business ou une formation. Mais j'ai fait un petit peu à l'envers. Et en gros, ces prestations de service, ça va être de la création de sites de niche clés en main. Aujourd'hui, il y a de la rédaction de contenu, il y a de la traduction, il y a bien sûr toujours du SEO. Et on va continuer de développer ça dans ce sens-là. Donc, il y a à la fois des packs de contenu, des abonnements. Et pareil pour la partie netlinking. On fait de la vente de liens via un catalogue, donc, où les gens ils peuvent faire leurs courses comme ils le souhaitent. Et également des abonnements où là, on va gérer tout de A à Z pour le netlinking de nos clients. Depuis qu'on a développé en fait ces activités de prestation, en fait, on a développé une équipe. En fait, on a été un petit peu, ça s'est fait progressivement. En fait, on était un petit peu obligé vu l'afflux de commandes. Je pouvais plus tout faire par moi-même. Donc, on a aujourd'hui une belle équipe de rédacteurs. Il y a des personnes qui sont là pour gérer les projets, pour monter des sites de niche, pour gérer la partie netlinking également, faire la relation client. Et je pense que on va continuer dans ce sens-là parce que c'est vrai que ça se développe assez vite. Et du coup, tu as toute cette équipe qui est avec toi. Vous êtes combien à peu près? On est 10. On est 10 sans compter les rédacteurs. Et dans tout ça, est-ce que toi, tu mets encore la main à la pâte ou tu as ton équipe qui est en auto et qui arrive à tout gérer sans toi? Et ça en est où sur ce process-là? Alors, je mets toujours la main à la pâte. Il y a des choses qui sont encore assez difficiles à déléguer. J'essaie de faire au mieux pour automatiser au maximum. Mais je gère encore pas mal la relation client. C'est-à-dire qu'on a un nouveau client, par exemple, pour un site de niche. Là, c'est plutôt moi qui vais prendre des nouvelles du client, voir qu'est-ce qui pourrait l'intéresser, faire des propositions. Et ensuite, je vais confier le projet à un gestionnaire qui va ensuite monter le site, qui va s'occuper de tout faire de A à Z. Ça inclut également la définition du plan idéal pour un site de niche. Tout ça, ça peut être géré. Et ensuite, tout ce qui est rédaction, mise en place des contenus, tout ça, et puis ensuite, vérification derrière. Tout est géré par l'équipe. Et ensuite, moi, je vais livrer le projet au client. Mais c'est vrai que, mine de rien, comme en fait, il y a eu tellement de clients que finalement, c'est très, très prenant. Et à un moment donné, il va falloir que je réussisse à déléguer plus en fait, tu vois, à pouvoir gérer même complètement, à déléguer complètement la relation client C'est voilà. complexe. Je pense que ça va être nécessaire. C'est complexe. Ouais, c'est complexe, c'est assez complexe. Et tu arrives à prendre des vacances dans tout ça? Ouais, ça va encore. Alors, et effectivement, encore récemment, on a pris pas mal de vacances. On a fait un voyage en Corée du Sud, on a fait à Singapour. Et là, actuellement, on a ma mère à la maison, donc aussi pareil, on voyage en Thaïlande. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je prends des vacances, le travail il s'accumule très vite et je me retrouve avec une boîte mail assez remplie et, euh,
Et donc voilà, c'est vrai qu'il faut que je réussisse à mieux gérer tout ça, mais globalement ça va. Il y a quand même moyen de prendre des vacances, de partir 2 semaines, même si je peux pas non plus me déconnecter à 100% en fait. Je suis obligé de voir quand même un petit peu tous les jours, ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure, pour pouvoir répondre à l'équipe et pour pouvoir. Ok, donc pour toi, c'est encore assez complexe de déléguer dans l'idée où tu ne peux pas laisser ton projet de côté, partir en vacances pendant 3 mois et revenir. Mais tu es quand même en train de le faire. C'est quelque chose qui se fait étape par étape. C'est quoi pour toi le plus compliqué dans ce process-là? Quelles sont les tâches les plus compliquées à déléguer? Les tâches en fait, il y a pas mal de tâches qui sont assez faciles à déléguer. Je dirais même la plupart des tâches. Les plus complexes peut-être, c'est comme tu as une expertise, les clients quand ils te contactent, ils s'attendent aussi à pouvoir parler avec toi. Quand, par exemple, tu vois, pour Web and SEO, c'est quand même toujours un petit peu Maximilien Labadie. Le client, il s'attend à avoir les conseils de Maximilien, les idées de niche qui sont proposées par Maximilien. Et, je sais pas, en fait, peut-être que c'est une croyance limitante aussi que je me fixe. Mais je pense que ça devra se faire dans tous les cas. Je pense que la relation client et mais non, ça doit pas être si compliqué que ça. Mais les choses doivent se faire progressivement en fait, parce que en fait quand on a énormément d'activités, c'est littéralement impossible de tout déléguer d'un coup. C'est pas possible. Il faut former progressivement. Et puis il y a des choses aussi, il y a des tâches quand même assez complexes aussi des fois. Il y a des tâches assez complexes, par exemple pouvoir aller trouver des idées de niche, euh, sachant qu'on en a à ce jour en fait on a vendu plus de 140 sites de niche clés en main, et chaque idée de niche est unique. C'est-à-dire une fois qu'on en a proposé une, on la propose plus. Donc donc c'est vrai, il faut toujours pouvoir se renouveler constamment, trouver de nouvelles idées, et puis c'est vrai que là, la tâche commence un petit peu à se complexifier, et ça c'est quelque chose qui serait, je pense, un petit peu difficile à déléguer aussi, mais c'est jouable. Après, voilà, c'est vrai que tout le monde apprend. J'ai pu voir avec mon équipe que tout le monde apprend très vite, tout le monde est très compétent, et tout le monde en fait est dans la capacité de faire ce que je fais moi en fait. C'est juste une question de temps en fait. Ouais, complètement. Et du coup, tu as formation, tu crées encore des sites de niche, tu as le service de création de sites de niche, tu as aussi la plateforme de vente de liens. C'est quoi ce que tu préfères aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'apporte le plus personnellement? Alors, ce que je préfère, c'est assez difficile à dire. J'aime beaucoup, déjà j'aime beaucoup l'activité de gestion de sites de niche, de mes propres sites, parce que c'est un business qui est vraiment passif. Ça, c'est vraiment ce que je kiffe le plus, c'est de pouvoir avoir des business qui rapportent en automatique. Ça c'est le top. J'aime bien développer ça. Et c'est aussi un autre truc que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir déjà, créer une équipe, et donc pouvoir travailler avec des collègues au quotidien aussi, hein. Même si on n'est pas dans le même bureau, on communique ensemble très très régulièrement. Et ça j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup de pouvoir travailler à la fois pour c'est nécessaire pour nos clients sites de niche clé en main, mais également pour tous les autres clients qui peuvent avoir des besoins en netlinking. Et ce qui est top avec ça, c'est que c'est géré à 100% aujourd'hui par Elias. Voilà, Elias qui est mon meilleur pote et également un partenaire de longue date. C'est lui qui va gérer à la fois la plateforme SEO Paper et également toutes les commandes qu'on peut recevoir via les plateformes de netlinking. Ok, donc si je résume, ce qui te prend plus de temps, c'est le service, création de sites de niche et formation. Ce que tu préfères faire dans le côté passif, c'est les sites de niche. Et pour le coup, un truc qui est complètement automatisé, c'est la vente de liens. Ouais, vente de liens, et du coup voilà, les sites de niche, c'est pareil, c'est tout automatisé, donc ça c'est le top, c'est un truc que je garderai toujours. Et puis donc voilà, c'est vrai que la partie prestation, c'est du fun aussi, tu vois, c'est ça qui va prendre vraiment le temps. Et bien sûr, l'accompagnement aussi des clients de la formation, voilà, répondre aux questions des gens régulièrement sur le Discord, répondre aux emails, tout ça, voilà. Et c'est quoi ton projet long terme? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tout ça? Pour le kiff, franchement, c'est vrai que déjà c'est un travail que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je fais, autant les différentes activités.
Je fais ça à la fois pour moi et mes proches, pour la famille, pour avoir une vie confortable. Ça, c'est bien sûr, on va pas se mentir, c'est quelque chose d'assez important. Pouvoir voyager, pouvoir profiter de la vie. Et puis aussi, maintenant, c'est aussi pouvoir supporter une équipe aussi, tu vois, pouvoir supporter des gens qui travaillent à leur compte, parce que je travaille que avec des freelances et pouvoir voilà travailler avec eux, je pense que on s'entraide tous. Autant ils apportent énormément au business, à nos clients, et puis pour eux aussi c'est bien. Je trouve que c'est un ensemble de choses, et je pense qu'on va continuer dans cette voie. C'est vrai qu'on oublie souvent, mais une fois que tu grossis un peu, tu commences à engager des gens et forcément, bah, tu les payes et du coup, tu deviens quand même une partie de leur vie, quoi, carrément ton entreprise, avec ton projet. Et du coup, tu regrettes de t'être lancé en ligne? Et, alors franchement, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie, hein, franchement, pouvoir bosser en ligne. Dis-toi, en fait, quand j'étais étudiant, collège, lycée, tout ça, j'étais pas un bon élève, tu vois, j'étais un mauvais élève. Je me voyais pas faire d'études supérieures. Et pour moi, comme j'aimais voyager, le seul truc que j'aimais à l'époque, c'était voyager, je voulais être steward, tu vois. Donc j'aurais pu être steward. Alors je sais que c'est une vie extrêmement difficile. Parce que finalement, oui, tu voyages, mais t'as tellement de contraintes. La vie de famille, c'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, je me dis que quand même, j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler à la maison et avoir toutes ces libertés-là que je n'aurais jamais eu en étant steward, tu vois. Ouais, tu serais allé en première classe peut-être plus rapidement, non? Non, c'est sûr que c'est une liberté, un confort qui est quand même pas mal de pouvoir voyager. Aujourd'hui, tu vis en Thaïlande, pas parce que tu es obligé, mais parce que tu en as envie. Et je sais que tu voyages encore, tu continues à voyager. Aujourd'hui, je sais qu'il y a ta famille qui est ici, qui vient te voir. Le fait qu'ils peuvent aussi venir, tu vois, je pense que c'est un énorme confort. Et toi, ta relation aujourd'hui, comme tu habites à distance, quelle est la relation avec ta famille ou avec tes potes d'enfance? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu as réussi à trouver une bonne balance? Alors, avec la famille proche, ça va, oui. Je pense que on continue de se capter toutes les semaines. Et donc, pareil également avec le reste de la famille, les grands-parents, tout ça. Là, on va s'appeler peut-être de manière un peu après mensuelle. Mais finalement, je pense que c'est à peu près comme tout le monde en France, tu vois. Finalement, on n'habite pas forcément tous au même endroit. Et donc, on finit par s'appeler à peu près à la même fréquence. Donc ça, en fait, finalement, ça change pas grand-chose. On fait un voyage annuel pour faire le tour de la famille, pour aller voir tout le monde. Donc, pour ça, c'est nickel. Pour les amis d'enfance, c'est vrai que là, comme ça fait 10 ans que je suis ici, hein, c'est vrai il y en a pas mal avec qui on a moins de contacts. Quand on se rend en France, malgré tout, on va quand même en voir quelques-uns. Il y a un noyau dur, voilà, qu'on continue de voir tous les ans. Et puis sinon, voilà, il y a les amis d'ici maintenant aussi. Il y a les amis de ma femme, forcément, elle en a pas mal ici, donc du coup, voilà, on continue de voir du monde. C'est quoi ton cercle en Thaïlande? Comment sont les gens autour de toi, tes potes? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas mal les amis de ma femme qu'on voit assez régulièrement. C'est vrai qu'ils sont devenus aussi bien mes amis. Et je pense qu'aussi ça m'a bien boosté également à m'intégrer, à apprendre la langue, à pouvoir vraiment mieux communiquer avec tout le monde. Et c'est vrai que ça change tout en fait. Si j'avais pas pris le taille, j'aurais pas pu me lier d'amitié également avec les gens ici et ça aurait tout changé. Donc, tu vois, forcément, je serais certainement resté avec des expats, avec des Français ou des Américains, des Anglais, etc. Donc aujourd'hui, tu parles thaï couramment alors. Ouais, ouais, bon, j'ai pas un niveau de folie non plus. Tu vois, si si on doit parler politique ou économie, là, je vais être largué. Mais après, pour tout ce qui est les discussions du quotidien, tout ça, il y a pas de souci. Quand il faut parler de bouffe, il y a pas de souci. Voyage, tout ça, donc ça va. Disons, c'est le langage courant important, quoi. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut partir aujourd'hui s'installer en Thaïlande? Toi qui as dû faire quand même pas mal d'endroits, qui a testé Bangkok, je pense que tu as bougé pas mal. C'est quoi pour toi les meilleurs endroits pour aller bosser, rencontrer du monde et à se faire une petite communauté en Thaïlande? Alors, il y a pas mal d'endroits en fait.
Je dirais que peut-être le meilleur, ça doit être Chiang Mai, je pense. Chiang Mai, c'est vraiment quelque chose de particulier. T'as une super ambiance. C'est vraiment cool. Ouais, t'as une super communauté là-bas. Il y a des gens du monde entier. Il y a de super coworking. Donc voilà, je dirais numéro un Chiang Mai. Et après, voilà, forcément les grandes villes comme Bangkok, bien sûr. Bangkok, c'est une ville immense. C'est une ville très riche avec plein d'ambiances différentes également. Et on a les îles aussi, tu vois. Il y a des îles où il y a aussi pas mal d'expatriés. On va penser Koh Samui, Koh Phangan, Phuket. On peut aller voir aussi du côté de Krabi, à Onang. Je pense que c'est sympa même de voyager, pour aller à la rencontre des gens. Il y a beaucoup d'entrepreneurs du web en Thaïlande. Il y en a énormément. Je crois qu'il y en a aussi beaucoup à Bali. Donc ouais, c'est de très très bons spots pour pouvoir se lancer. Pour quelqu'un qui veut se lancer sur le web, franchement, c'est une très, très bonne, c'est de bonnes destinations parce que voilà, au début, tu peux vivre de manière assez modeste avec 1000 € par mois. Bon, il faut pas trop flamber, mais tu peux quand même profiter un petit peu et tu lances ton business et puis après voilà, tu peux avoir une vie de plus en plus confortable. Ouais. Je pense que la Thaïlande, c'est un peu pareil, mais je trouve qu'il y a un confort en Asie du Sud, c'est que, en fait, même si tu perds quasiment tout en ligne, tu gagneras tout le temps, tu as quelques centaines d'euros. Et au pire des cas, c'est beaucoup plus simple de rétrograder, en gros, dans ta vie en Asie du Sud qu'en France. En France, tu as un contrat avec ton appartement, tu as un loyer à payer tous les mois, c'est un contrat d'un an, etc. En Thaïlande ou en Asie, enfin en Asie du Sud en général, si tu perds de l'argent, tu passes de, admettons, 2000 € par mois à 500 € par mois, tu peux très vite partir d'où tu habites et aller habiter dans une petite guest house, aller manger local tous les jours et baisser tous tes coûts. Est-ce que ça, toi, tu l'as ressenti au moment où tu t'es lancé en ligne ou où tu commençais à faire tes premiers euros? Oui, oui, tout à fait, hein. Donc moi, j'ai eu la chance de me lancer pendant mes études, hein. Donc j'étais encore chez mes parents, donc pour moi, ça m'a permis vraiment de me lancer, d'avoir déjà un petit salaire déjà qui était largement suffisant pour vivre ici, hein. Et donc en arrivant ici déjà, on s'est mis dans des conditions très modestes, tu vois. Donc c'est-à-dire le petit appartement, 30 mètres carrés, on mangeait local, tout ça, et on mettait de côté en parallèle, tu vois. Et puis après l'année d'après, on a pu prendre un truc mieux. Et tous les ans, en fait, on montait un petit peu en standing dans un meilleur condo, hein. Et puis après, arrivé un moment, on s'est dit, allez, on prend une maison et voilà. Mais en gros, c'est vrai il y a, comme tu l'as dit, il y a cette possibilité toujours de s'adapter et tu peux vivre voilà de manière assez modeste et tout en profitant en fait parce que ici tu vas pouvoir manger un plat très régalé pour 1 euro, tu vois. Et puis tout est pas cher, les transports, un condo, donc un petit appart, voilà, ça coûte pas grand-chose également. Donc voilà, c'est très bien pour quelqu'un de jeune qui veut se lancer dans le business en ligne. Et un petit sujet qui est pas des plus sexy, mais je sais que toi, tu y es passé, par rapport à tout ce qui est structure juridique. Aujourd'hui, tu habites en Thaïlande. Est-ce que ça a été un casse-tête pour toi de petit à petit partir de la France, t'installer, essayer d'avoir une structure qui soit stable sans faire des choses qui soient illégales? Ça t'a pris du temps? Alors, en fait, quand je me suis débrouillé, la première chose que j'ai fait en fait en 2012, c'est qu'on est parti à Hong Kong et on est parti faire la société là-bas. On a vu que c'était vraiment la meilleure option en fait, étant en Asie. Faire une société ici, ça serait pas très très avantageux, hein. C'est plus complexe et sachant que Hong Kong à l'époque c'était très simple d'ouvrir un compte en banque chez HSBC par exemple. Aujourd'hui c'est devenu plus complet, hein, plus compliqué. Et donc c'était en 2012, on a fait tout comme il faut. Et il se trouve qu'en fait que j'étais passé par un prestataire français qui était installé là-bas et c'était un mec qui était pas très très réglo. Donc le gars il disait non il y a pas besoin si t'as pas d'activité sur Hong Kong, en gros, t'as pas besoin de compta, t'inquiète pas, y a pas besoin d'audit. Et donc, en gros, ouais, j'étais content, je payais même pas 1000 € l'année, tu vois. C'était pas cher. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années et à bout d'un moment, j'ai parlé avec plusieurs personnes et ils m'ont dit, écoute, tu devrais regarder la compta, l'audit, c'est nécessaire, tu vois. Et donc, un jour, je me suis dit, allez, le gars, il fait vraiment pas sérieux, tu vois. Et donc, je suis parti voir il y a un autre prestataire, donc une boîte sur Hong Kong qui était vraiment spécialisée là-dedans, qui pouvait faire tout ça. Donc gestion, c'est-à-dire secrétariat, et ensuite une autre
société qui est spécialisée dans les audits et dans la compta. Et donc là, on a tout fait de manière réglo, on a tout mis en règle. Il y a une petite pénalité forcément parce qu'il y avait plusieurs années où c'était pas réglo, mais rien de grave. Et donc aujourd'hui, voilà, tout est carré. Et, euh, et en fait, en termes d'imposition, ce qui est génial avec Hong Kong, c'est que si tu n'as pas d'activité sur le territoire, c'est 0%. Tu es vraiment exempté d'impôts. Et en termes de frais, tout ce qui est donc comptabilité, audit, renouvellement, tout ça, on doit être à peu près dans les 3 000 € par an. Et tu te sens mal de ne pas payer d'impôts en France? Non, bah, pas du tout. Après, tu vois, c'est comme voilà, en fait, dès la fin des études, je suis parti m'installer directement en Thaïlande. Le fait que je vive ici, voilà, je suis en règle par rapport à ici. Vis-à-vis de la France aussi, vis-à-vis de la France, je suis également en règle. Comme je suis expatrié complètement en Thaïlande, je vis pas du tout en France. Et donc là, voilà, la société, tout est réglo. Donc voilà, je me sens bien. Non, parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui comprennent pas ça, en fait. Une fois que tu n'habites plus en France, pour moi, c'est comme si tu habitais dans une colocation avec quatre colocataires. Tes quatre colocataires, ils te demandent 60% de tes revenus tous les mois parce qu'ils se disent, OK, tu vis ici, donc il faut que tu aides à payer les courses, l'électricité, etc. Tu leur donnes. Mais par contre, un jour, tu vas prendre ton sac, tu vas dire, OK, je vais habiter dans des bois avec ma tante, je vais habiter dans une petite forêt tout seul, rien faire, je vais pêcher, je vais faire tous mes trucs. Et tu as ta coloc qui t'appelle et qui te dit, par contre, tu nous dois toujours 60%. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Non, tu n'habites plus dans la maison, tu n'utilises plus l'électricité, tu fais plus les courses, tu as ton propre petit truc. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, c'est qu'un jour, quand tu t'expatries, tu n'es plus du tout en France. Les routes que tu utilises, c'est celles de Thaïlande. L'électricité, c'est en Thaïlande. Tout ce que tu fais, c'est en Thaïlande, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est mal vu parfois, alors que c'est tout à fait normal. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bah, après, c'est vrai que voilà, j'ai mon numéro de taxation aussi qui est ici en Thaïlande, donc je peux pas avoir aussi non plus dans tous les pays, quoi. Et ça t'a pris longtemps, ça t'a pris des années avant de trouver la structure parfaite. Tu disais, c'était quoi, 3 ans, 4 ans? Ça a été très rapide en fait. C'est au moment où je me suis renseigné en fait. Faut savoir en fait quand j'ai commencé à faire mes sites, tout ça, je commençais à générer des revenus avec AdSense, tout ça. Je générais déjà plus de 1 000 € par mois. Et à l'époque, je déclarais rien. Quand j'étais encore étudiant. Et là, je me disais, bon, faut vraiment que je fasse quelque chose. Et je me suis dit, j'attends vraiment la fin de mes études. Au moment où je m'expatrie, c'est là que je fais la société. Et donc, je m'étais bien renseigné au préalable. Et j'avais vu que, voilà, Hong Kong, c'est un bon compromis. Et donc, je suis allé là-bas. Et depuis, ça n'a pas bougé, en fait. J'ai gardé ça. Et tout est allé sur des roulettes. Donc, avec HSBC, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, j'ai un autre prestataire bancaire qui est super, qui est beaucoup plus moderne, qui m'a été recommandé par Alan. Donc, c'est Airwallex. C'est quelque chose que je recommande également, qui est top top pour euh, voilà, c'est une solution bancaire qui est vraiment 360, très très avantageuse et plus pratique qu'une banque traditionnelle comme HSBC. Ouais. Ça, c'est pour Hong Kong seulement? Ouais, alors ils ont également, c'est une société hongkongaise, mais ils ont également des branches maintenant en Angleterre, en Australie et peut-être à Singapour aussi. Donc voilà, si quelqu'un a une société dans un de ces pays-là, il y a moyen de faire avec Airwallex aussi. Hein. Ok, super intéressant, super intéressant. Et du coup, toi, tout l'aspect comptabilité aujourd'hui, c'est tout Hong Kong et Thaïlande. Tu dois quand même déclarer des choses ou pas? Alors, pas en Thaïlande. Ici, je suis sur un visa marié, hein, comme ma femme elle est thaï. J'ai un numéro de taxation et en fait, je suis taxé que si je ramène, je pense peut-être 1 ou 2 millions de bahts, au moins 1 ou 2 millions de bahts par an sur un de mes comptes en banque à mon nom. Et sauf que ça n'arrive pas, donc du coup, j'ai rien à déclarer en fait. Donc finalement, tous les ans, on fait la déclaration, mais il y a rien à payer en termes de taxes ici en Thaïlande. Donc ils sont vraiment super cool, c'est très très flexible. Et même si taxé, ça serait quelque chose de assez faible en fait, tu vois. Et ça serait avec des paliers, 5%, 10%, 15%, en fonction de ce que tu vas rapatrier. Ouais. Ok, ok. Et bon, on va quitter le côté fiscalité et comptabilité pour revenir sur un truc. Je sais qu'il y a pas mal d'événements en Thaïlande. Tu vois, point de vue SEO, affiliation, il y en a eu un il n'y a pas longtemps. Il me semble qu'il y avait AdsWorld et il y avait Affiliate quelque chose à Phuket, ou je me trompe? Tout à fait, ouais. Il y a eu un affiliate là je crois que c'était sur Bangkok. Il y a eu un truc sur Bangkok et sur Phuket également, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose. Ouais.
Et toi, tu y vas de temps en temps à ces événements? Alors ça va te marquer, mais j'en ai jamais fait, hein. Et franchement, c'est un truc qui ça me botte bien et ça fait un moment que ça me botte d'en faire un parce que on a dit beaucoup de bien et ouais, c'est un truc à faire, je pense. Eh ben, écoute, tu me diras parce que moi aussi, il faut que j'aille en Thaïlande. Je sais qu'il y en a énormément d'événements en Thaïlande. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, moi j'étais allé au Chiang Mai SU en 2019 et ça a permis de rencontrer énormément de monde et même dans le SEO français. Et je pense que c'est des trucs à vraiment pas louper. Et donc voilà quoi, si vous voulez vous installer en Thaïlande, sachez qu'il y a énormément d'événements qui se passent là-bas. Et je pense que c'est un peu la capitale entre guillemets en Asie du Sud sur ce type d'événements parce que je sais qu'en Indonésie, il n'y en a pas trop. Tu vois, à Bali, il me semble aux Philippines, il y en a de temps en temps au Vietnam, mais surtout la Thaïlande. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'expatriés ici. C'est un des pays où il y a le plus de visiteurs aussi au monde, hein. Ils ont une grosse capacité d'accueil. Ils ont des grandes salles aussi adaptées pour ça. Donc ouais, franchement, je pense que c'est top pour les événements. Et ne serait-ce que même si quelqu'un veut venir pour voyager, que ce soit en solo ou en famille, hein, ça peut être même intéressant de venir à un moment où il y a un événement comme ça. Et ça peut être l'occasion de faire un voyage et en même temps avec le côté business, voilà, pour aller voir un event. Ça peut être une bonne occasion. Ok. Moi, Max, j'avais une question. C'était, bah, écoute, tu as formé quand même pas mal de personnes, je pense, aujourd'hui. Il y a combien de personnes dans ta formation? Dans la formation, alors je vais pas dire de bêtises, mais il doit y en avoir à peu près, peut-être dans les 250 à peu près, hein. 250. Tu as dit que tu avais fait 140 sites de niche clé en main. Ouais, un peu plus, ouais. Donc, ça fait déjà pas mal de monde. Avec ton recul, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu devais repartir à zéro? Waouh. C'est une excellente question. Je pense que je repartirais. Je ferais à peu près les mêmes choses que ce que j'ai fait, de manière plus efficace, forcément, avec toute l'expérience que j'ai aujourd'hui, tout serait mieux fait. Mais effectivement, site de niche, toujours. Vente de liens. Vente de liens, c'est super parce que ça permet de générer des revenus rapidement, qu'on peut ensuite réinvestir dans les sites de niche. Pour moi, ces deux business models sont parfaitement complémentaires. Donc et puis en même temps, c'est deux sources de revenus différentes et on va cibler. Voilà, c'est deux choses très différentes. Une, c'est plutôt avec la vision long terme. L'autre, c'est plutôt la vision à la fois. Enfin, vente de liens, c'est court, moyen et long terme aussi parce que c'est un réseau que tu entretiens et tu peux vendre des liens aussi sur le très long terme. Donc, ouais, ces deux business models, je trouve qu'ils sont super et je referai ça. Ouais. Ok, ok. Et donc, du coup, site de niche. Toi, je sais que tu mets pas mal en avant le côté MFA. Est-ce que tu fais toujours ça, Amazon, 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 ou aujourd'hui tu vas chercher d'autres affiliations? Alors, pendant longtemps, j'ai fait beaucoup d'Amazon. Je fais toujours également. C'est vrai que c'est un modèle qui est extrêmement simple. Il y a énormément de niches. C'est un modèle assez facile à lancer aujourd'hui. D'autant plus qu'on a des super plugins, Affimax, Winamaz, AWP. Ça, c'est vraiment génial. Tu peux vraiment automatiser un site de niche, avoir constamment des produits disponibles best-sellers. Et après, forcément, voilà, d'autres sources d'affiliation, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus rémunératrices. Ça va être un petit peu plus complexe d'aller trouver à la fois les bons programmes et les niches où il y a suffisamment d'intérêt. Mais une fois que tu en as une, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, il y a de l'affiliation par rapport au trading où c'est hyper rentable. Trading, crypto-monnaie, tout ce qui est rencontre, là aussi c'est super intéressant. On a encore plein de niches sous-exploitées avec des programmes en rev share qui vont te rémunérer à 50-60%. Donc ça c'est génial. Euh, on a l'affiliation devis aussi, devis maison, jardin. Même bien que je sois pas un très très grand fan de l'affiliation devis, hein, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de devis qui sautent, qui sont pas forcément toujours comptabilisés. Et affiliation voyage aussi. Affiliation voyage, là je commence à m'y mettre un peu plus sérieusement. J'avais un guide sur la Thaïlande que je monétisais beaucoup avec la publicité, également de la vente d'articles sponsorisés. Et là, on commence à se mettre sérieusement à l'affiliation voyage. Et pour l'instant, c'est un petit peu mitigé, je dirais en fait. Ça rapporte un petit peu de revenus. Donc, ça va être de la réservation d'hôtels. On a également des guides touristiques avec la plateforme Get Your Guide. Et donc, puis bien sûr, affiliation voyage, on a les vols, tout ce qui est vol, location de voiture.
Et je pense que là encore, c'est important, si on veut bien convertir, c'est d'avoir des sujets qui sont également, qui tombent parfaitement là-dessus. Et bien sûr, il faut bien ranker. Il faut bien ranker, essayer d'avoir un max de monde et derrière, normalement, ça devrait bien convertir. Et Max, il est plutôt white hat, black hat, bon contenu, contenu autogénéré. Plutôt white, ouais. On fait tous les contenus qu'on fait, c'est vrai que c'est des rédacteurs, voilà, c'est pas des rédacteurs, c'est pas le qualité journalistique, hein, mais ça va être suffisamment qualitatif pour voilà pour pouvoir servir des informations de qualité et ouais plutôt white hat. Et puis après bah, sur le netlinking forcément plutôt grey, tu vois, parce que voilà on envoie pas mal de liens et en général les white hat ils sont assez frileux disons sur cette partie-là. Tu envoies beaucoup de liens, dis-moi. D'ailleurs, ouais, par rapport à ça, je trouve que la mentalité, elle est très différente aux US quand on voit les influenceurs un petit peu affiliation, tout ça. Il y en a, je vois, il y en a plein, ils disent non, moi je fais pas de lien, j'attends qu'ils viennent automatiquement, tu vois. Il y en a beaucoup, ils disent ça. Et moi, de mon point de vue, en tout cas ici en France, c'est quasiment impossible de recevoir des liens de manière naturelle, automatiquement, en quantité. Surtout quand tu lances un site, tu vois, tu es obligé quand même de booster, de lancer le truc et d'envoyer du lien pour qu'il soit assez suffisamment visible. Et ensuite, derrière, ouais, tu peux avoir des liens, mais à un moment donné, pour moi, tu es quand même obligé d'en faire au lancement du projet. Ouais, alors il y en a pas mal aux États-Unis qui partagent le côté où eux, ils se focusent que sur le contenu. Mais par contre, ils vont générer à masse de contenu. C'est-à-dire qu'ils vont faire peut-être 1000 contenus la première année. Et dans ces 1000 contenus, il y aura des contenus infos qui vont targeter des petits mots-clés qui vont amener du lien. Et ça, c'est une technique qui fonctionne, mais tu te lances dans le vide parce que tu sais jamais s'il y a un journaliste qui va passer sur ce mot-clé-là et dire, ah tiens, je vais prendre cet article en source. Donc, c'est assez complexe. Apparemment, ça fonctionne vu les résultats de certains, mais on parle vraiment de contenu en masse. Ce qui se fait aujourd'hui, tu as avec l'AI, par exemple, en France, tu vois, il y en a beaucoup qui font ça, à générer plein de contenu. Tu vois que les sites, ils explosent en pas longtemps. Parce que pour moi, la vélocité, en termes de contenu, ça fonctionne énormément. Si tu le fais avec l'IA, ça fonctionne. Par contre, ça va sûrement retomber. On verra. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont vachement focus contenu et beaucoup moins lien. Ce qui est marrant, ouais. Mais aussi, je me dis, t'as quand même, oui, il y a des niches. En fait, on ne sait pas trop par rapport aux les niches desquelles ils parlent, mais c'est vrai que tu as des niches qui vont être beaucoup plus enclins à recevoir des liens, tu vois, ou tu vas avoir plus le côté partage, tout ça. Et tu en as d'autres où si tu parles de marteau, de plomberie, de trucs, obtenir des liens, c'est plus compliqué. Ça, c'est sûr. Il faut aller chercher large sur le mot marteau. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand tu as des petits sites, des sites de niche, des sites ultra niche, tu vois, sur tel et tel outil, c'est beaucoup plus compliqué. Et toi, tu t'es déjà dit que tu allais faire un peu plus des sites d'autorité, des sites qui vont viser un max de contenu, qui vont être énormes et qui vont s'alimenter au fur et à mesure sur des années. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que c'est la stratégie vraiment à aborder quand on a déjà des sites de niche qui marchent bien. Le site de niche, c'est super parce que tu peux te lancer assez facilement, t'as pas besoin de produire trop de contenu et tu peux commencer à avoir des résultats, voilà, sans trop attendre. Et alors que le site d'autorité, ça demande vraiment un investissement assez conséquent en temps et tu dois être à fond dessus et faut avoir beaucoup de patience aussi. Et donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent s'impatienter au lancement du projet, comme il n'y a pas de résultat. Même peut-être au bout de 5-6 mois, il n'y a toujours pas de résultat. Ça pourrait être dommage d'abandonner. Mais le site d'autorité, pour moi, c'est vraiment le truc à développer ensuite, de ne pas se cantonner seulement à des sites de niche. Il faut pouvoir aussi varier les typologies de sites dans son parc. Et typiquement, le site d'autorité, c'est celui qui a le plus de potentiel de croissance, de revenus et de tout, en fait. Donc, ouais, le site d'autorité, c'est un truc à développer absolument quand on a des sites de niche qui marchent bien. Ouais. Ouais, tu as raison là-dessus. C'est que pour moi, lancer un site d'autorité dès le début sans avoir fait de site de niche avant, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que ça met des années et des années à être réellement rentable. Quand je dis réellement rentable par rapport à l'investissement, tu vois, argent et temps. Et c'est vrai que commencer par des petits sites de niche pour faire tes premiers euros, te motiver petit à petit, tu vois, à continuer, c'est quand même un peu mieux. Et au moins, tu perdras pas, tu perdras pas ta motivation à créer des sites, quoi.
Et j'ai vu que tu as fait une refonte de Web SEO. Pourquoi? C'est quoi l'objectif avec ce site? Alors, la refonte, elle n'est pas encore finalisée. Là, il y a Fred qui est en train de bosser dessus actuellement. Il est en train de refaire la page d'accueil. On va revoir également d'autres pages. Et c'est lui, en fait, qui est l'architecte derrière la refonte de pas mal d'articles, en fait. C'est vraiment, en fait, donc ça se voit, en fait, sur déjà peut-être une cinquantaine d'articles qui ont été retouchés. On a vraiment optimisé pour essayer de rendre des articles toujours plus attractifs, faciles à lire, avec les infos clés rapidement. On a également amélioré les call to action en mettant bien en avant les offres promotionnelles s'il y en a. Euh, et je pense que bah, déjà, non seulement ça va aider au niveau des rankings, parce que les articles sont plus attractifs, les gens vont potentiellement passer plus de temps sur le site, et derrière, bien sûr, là, c'est évident, ça va être l'amélioration des conversions. Et là, ça va être ben, forcément un gain financier quasi immédiat, en fait. Là, c'est vraiment optimiser son site. C'est vraiment des quick wins où tu peux vraiment littéralement gagner plus 15%, plus 20% en quelques optimisations. Donc ça, c'est vraiment des trucs que je recommande à faire. Et en parlant de quick wins, en fait, je profite pour recommander une solution en fait qui a été développée par comment il s'appelle euh, oh, putain, j'ai un trou de Aux mémoire. États-Unis ou pas? C'est ouais, c'est un outil. Voilà, c'est ça, ça me revient. En fait, c'est un tableau Airtable qui a été développé par The Website Flip. Ouais, Mushfik. Euh, la personne s'appelle. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça a été traduit par Kevin Jourdan. Il a fait la traduction française. C'est un outil qui est génial en fait où tu as plein de quick wins, plein d'optimisations que tu peux apporter à ton site pour avoir des résultats rapides et donc forcément gagner plus en quelques optimisations. C'est vrai que je l'ai vu passer et j'ai hésité à la prendre, sachant qu'il y a le Black Friday en plus il n'y a pas longtemps. Il avait fait une énorme promo et je l'ai loupé. Mais c'est vrai que la liste est vraiment, a l'air vraiment propre. Moi, je sais que j'ai pris sa formation au Website Flip pour y jeter un œil. Et je sais que sa liste est vraiment propre et c'est ultra utile parce qu'il y a plein de personnes qui se posent des questions. Ok, j'ai un site qui fait 50 000, 70 000 visites par mois, mais je fais pas d'argent. Tu vois, je fais moins de 500 euros par mois alors que mon site a énormément de visites. Si tu jettes un œil à ce tableau, tu as énormément de quick wins, notamment l'amélioration des CTA, qui va tout changer en fait. C'est-à-dire faire un exit pop-up sur une page pour le produit dont tu parles. C'est que des petits détails qui vont changer énormément et qui vont te faire gagner, comme tu dis, 10, 15% sur ton chiffre d'affaires, quoi, voire plus. Et toi, quel est le top 3 de cette liste? Qu'est-ce que tu as retenu et qui est pour toi le plus gros? Le top 3 de cette liste, déjà, il y en a un, forcément, c'est assez incontournable. Si quelqu'un fait de l'affiliation e-commerce, il doit absolument utiliser Affimax ou un plugin équivalent. Ça, c'est vraiment le truc qui va tout changer, qui va booster les conversions, qui peut te faire plus 100% en fait en termes de conversion par rapport à si tu faisais tout manuellement. Bon, déjà, il y a le gain de temps qui est indiscutable et les nombreuses possibilités que ça apporte en termes de templates. Tu vois, tu as plein de templates, tu peux mettre des filtres, tu peux faire plein de choses pour avoir des résultats qui sont parfaits en fait pour afficher les meilleurs produits. Donc ça, c'est vraiment le conseil numéro un que je donnerais à quelqu'un qui fait de l'affiliation e-commerce. Ensuite, après, c'est très très difficile de mettre deux autres tops. De manière générale, j'ai envie de dire, tu vas avoir l'UX, l'expérience utilisateur, d'avoir un site qui est vraiment très très clair, qui est facilement lisible, avoir les contenus qui sont suffisamment grands, avoir un site qui va être responsive, qui va être adapté au mobile. Sachant qu'aujourd'hui, tu as plus de la moitié des visiteurs, c'est fort probable qu'ils viennent du mobile. Donc je sais qu'il y a des gens, ils regardent que leur site sur l'ordinateur, alors que peut-être sur mobile c'est hyper bancal et ils passent à côté de la moitié des ventes, tu vois. Donc voilà, je mettrais ça aussi. Et puis après, un quick win facile, gérer la performance. Mettre en place un plugin comme WP Rocket. Ça se configure en 3 clics et ton site il peut être facilement 2 fois plus rapide à charger. Donc ça aussi, c'est un quick wins qui est vraiment génial et qui peut faire la différence, qui peut te faire gagner des positions et qui va aussi faire gagner en conversion.
parce que les gens, ils vont pas s'impatienter, ils vont rester sur le site et puis ils vont peut-être cliquer sur un tel lien affilié et commander. Eh ben, merci pour ces 3 tips. Du coup, WP Rocket, ouais, je le conseille parce que j'utilise sur énormément de mes sites et c'est vrai que ça fonctionne très bien et ça améliore pas mal les performances. Donc, je le conseille. Et toi, tu disais que tu faisais de l'AdSense à l'époque. Aujourd'hui, tu passes par qui pour faire de l'ad? C'est qui pour toi en France qui est... Toujours AdSense. J'utilise énormément AdSense de manière donc vraiment pour centraliser les revenus et aussi pour la simplicité. Et j'ai été déjà essayé à Ezoic, mais j'avais été assez déçu par les bugs et les ralentissements que ça avait apporté à un de mes sites importants. Et du coup, c'est vrai que je sais que ça marche très bien pour d'autres sites, mais voilà, donc je pense que ça peut être intéressant pour quiconque qui a un gros site de tester, voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que il y a un boost de résultats? Est-ce que les performances elles restent bien? Et aussi, il faut savoir qu'il faut basculer sur leur solution de performance. Ils ont leur propre solution de cache chez Zoic. Donc voilà, à voir s'il y a une grosse différence ou pas, un avant et un après. Et sinon, j'ai vu qu'il y a une autre solution en fait avec Google, Google AdMob. Donc ça, c'est un truc que je suis sur le point de tester, hein. Euh, on va voir. J'ai pas suffisamment de recul pour pouvoir communiquer là-dessus, mais je vais tester ça et dès que j'ai des retours, je vais partager et puis je vous dirai si ça vaut le coup. Parfait, parfait. Et donc, toi, tu disais que tu avais testé Zoic, juste pour clarifier, c'était il y a combien de temps à peu près? C'était il y a longtemps aussi, hein. C'était c'était il y a 2-3 ans déjà. Et c'est vrai que j'ai pas retesté depuis. Non, parce que c'est pour ça que je vais le dire, c'est vrai que moi, il y a 2 3 ans, j'ai testé Zoic, je l'ai enlevé, je m'étais pris la tête avec eux, et je suis revenu dessus, et ils ont fait énormément d'améliorations. Parce qu'à l'époque, je me souvenais que mes sites, je crois que c'était Fabien Rakidel justement qui m'avait dit bah, tu devrais réessayer quand même parce qu'il y a des choses qui ont changé. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait bah, mon site qui était off pendant quelques jours et j'ai tout coupé parce que c'était de la perte d'argent, tu vois, pour ce que je gagnais. Et au final, c'est vrai qu'ils se sont beaucoup améliorés. Donc, euh, donc voilà, il y a Ezoic, Mediavine aussi. Mais écoute, je suis hâte de voir ce que ça donne en tout cas ce nouveau AdSense de Google. Tu l'as testé ou pas le Mediavine, hein? Mediavine, non, j'avais déjà essayé aux États-Unis, sauf que mes sites avaient quelques mots-clés qui ne l'acceptaient pas. Et du coup, j'ai même pu tester, mais apparemment, c'est très propre, en tout cas aux États-Unis. Je sais que c'est un des mieux avec AdStrive. Donc, non, il faudrait que je teste en France. Je testerai peut-être avec les makers pour le coup. Et toi, tu te lances sur d'autres pays ou tu restes en France? Alors, il y a longtemps, j'avais fait des sites US. J'avais fait des sites, c'était plutôt sur des jeux vidéo. J'avais fait sur GTA V à l'époque. Et je m'étais pris bien à l'avance pour pouvoir le faire ranker. Effectivement, il a ranké premier pendant longtemps et ça avait bien rapporté. J'avais fait aussi sur les Sims 4. J'avais fait plutôt des jeux, ouais. Et puis ensuite, j'avais tout revendu. Et récemment, j'ai racheté un site donc qui est plutôt orienté gagner de l'argent en ligne. Donc c'est Make Money Online. Donc ça c'est un site en anglais et je l'ai déployé dans d'autres langues. Donc traduction avec DeepL Pro. Et donc là c'est toujours en phase de développement. Donc ça rapporte un petit peu, pas suffisamment encore, mais voilà c'est en cours de développement et on va continuer de mettre du contenu, de traduire dans toujours plus de langues et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je l'ai racheté je crois que c'était il y a un an et demi à peu près, hein. Est-ce que tu pourrais donner les étapes faciles, en tout cas celles que tu utilises pour faire de la traduction? Alors, vraiment, la plus simple, ça va être de prendre un plugin WordPress. Donc, il y en a plusieurs, c'est des plugins premium. Où ensuite, tu vas pouvoir le connecter avec un compte DeepL. Donc, tu vas prendre un abonnement, ça s'appelle DeepL API Pro. Donc en gros, c'est un abonnement mensuel et en plus tu as un quota en fait. Et si tu dépasses le quota, tu vas payer quelques euros pour plusieurs millions de caractères. Donc en général, ça va, tu t'en sors bien. Donc tu fais la connexion entre les deux. Tu vas configurer ton plugin comme il faut et en un clic, tu traduis le site. Et pour chaque langue, tu as juste à cliquer sur un bouton
et ça se fait automatiquement. Et ensuite, derrière, si tu veux un travail vraiment qualitatif, parce que bien sûr, c'est de la traduction auto avec DeepL, les traductions ne sont jamais parfaites dans toutes les langues. Donc, tu peux faire appel à un correcteur, ou un relecteur et correcteur, sur une plateforme comme Upwork, par exemple, quelqu'un qui va gérer les deux langues. Et donc là, ça peut te faire un site parfait. Donc, bien sûr, la partie de base DeepL, traduction auto, ça, c'est vraiment pas cher du tout. Et le plugin, c'est WP Auto ou tu utilises autre chose? Translate Press. Donc Translate Press, DeepL, DeepL API et un relecteur ou un traducteur en tout cas qui va relire tes articles et les réécrire que tu vas trouver sur une plateforme comme Fiverr ou Upwork ou quelque chose comme ça. Et est-ce que tu vas lancer toutes les langues d'un coup ou tu lances une langue par langue? Et tu pars en sous-dossier, sous-domaine? Voilà. Alors en gros, je connais un plugin qui permet de pouvoir lier en fait son site à plusieurs domaines différents pour avoir une traduction donc spécifique à chaque domaine. C'est Multilingual Press. Donc c'est un plugin que tu vas pouvoir qui va pouvoir te permettre de faire ça. Il va être plus cher que Translate Price, mais voilà, ça peut valoir le coup vraiment de partir sur cette option. Ok. Et donc toi, tu préconises quand même d'avoir, si possible, plusieurs domaines. C'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a toujours ces questions, et je pense que c'est une des pires questions dans le SEO quand on parle de traduction et de multilingue. Parce que tu vois, il y a des sites comme Kingsta, donc Kingsta qui est un hébergeur aux US, qui fait des traductions qui sont quasi DeepL en sous-domaine, en sous-dossier, pardon, et il rank de partout. Toi, tu le sais, moi je le sais avec les makers parce qu'il est positionné sur des mots-clés sur lesquels on est. Et je trouve ça dingue parce que pour eux, c'est vraiment du sous-dossier. Et de là à voir quelle est la vraie différence entre un nouveau domaine, un sous-domaine, un sous-dossier, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une question. Alors, je pense que, en fait, déjà, ouais, si on souhaite partir avec du sous-dossier, ça doit vraiment être du point .com. Ça, c'est indispensable. Et je pense que eux, ils ont une grosse autorité, donc ils ont un gros plus par rapport à nous. C'est des milliers de domaines référents. Et donc, voilà, on a vu, c'est comme les médias qui se lancent dans l'affiliation. Ils n'ont pas besoin de faire grand-chose pour ranker, avoir des rankings de fou. Donc, voilà, c'est vrai qu'ils ont cette chance. Et donc, voilà, c'est vrai qu'après, les deux fonctionnent très bien, hein. Franchement, ça marche très bien. Après, je dirais que le plus propre serait des domaines à part. Ça serait l'idéal. Euh, mais voilà, les deux stratégies se valent à peu près, ouais. Bah, moi, il y avait une stratégie en vrai à laquelle j'ai réfléchi, c'est que tu pars en sous-dossier, tu le fais pendant un bon moment jusqu'à ce que ça se positionne bien, etc., jusqu'à ce que tu aies les moyens surtout de prendre des domaines. Une fois que tu as acheté tous les domaines, tu peux repartir en 301 par rapport, tu vois, à tes sous-dossiers et tu repars pas de zéro, sachant que tu as déjà les domaines et tu rankes déjà en sous-dossier. Donc, je pense que si tu vas y aller étape par étape, c'est peut-être un bon moyen d'y aller. Et c'est ça, et tu prends pas beaucoup de risques en fait. À partir du moment où ça marche, bah, tu peux te permettre de le faire. Alors que dans l'autre cas, si disons tu achètes 10 domaines différents, ça te prend du temps à faire, tu as le plugin qui va être assez coûteux, et finalement si ça décolle pas, ça peut faire un petit peu mal. Il faut aussi partir du principe que quand tu as plein de domaines différents, ben, tu dois fournir aussi plus d'efforts aussi peut-être sur la partie netlinking, tu vois. Il faut travailler chaque domaine pour essayer de bien les lancer, hein. Même si tu vas pouvoir les interlinker entre eux dans ton footer, ça sera peut-être pas suffisant pour qu'ils aient suffisamment de poids sur chaque moteur de recherche. Ouais. Clairement. Et du coup, toi, avec ton petit recul par rapport à ce site-là, c'est quelle langue qui parle le mieux? Bah, de base, il était en anglais. Ça, c'est un contenu qui intéresse beaucoup les Filipinos, de gagner de l'argent en ligne, les petits sites en ligne pour gagner quelques euros, tout ça. Ça, c'est beaucoup les pays du tiers-monde qui s'y intéressent. Donc, il y avait beaucoup de trafic de là-bas. Donc, on a déployé des langues comme l'indonésien, je ne sais pas si du coup si je l'ai fait la langue aux Philippines, le tagalog. Mais je pense que ces langues-là, il y a un très fort potentiel. Ça a été déployé récemment, donc j'ai pas encore regardé les résultats. Mais je pense qu'il faut quelques mois vraiment pour avoir suffisamment de recul et j'ai hâte de voir ça. Je pense que
toutes les langues un petit peu, disons, qu'on peut sous-estimer, en fait, c'est celles-là, pour moi, qui peuvent être les plus intéressantes. Ouais, sachant qu'entre parenthèses, tu parles d'Indonésie, il y a 200 millions, 220 millions d'habitants, je crois, ici. Alors, bien sûr, et c'est pas tout le monde qui est en. Il n'y a pas encore la classe moyenne, elle se développe de plus en plus, mais sur 220 millions d'habitants, il y a quand même énormément de personnes qui ont les moyens, ou en tout cas qui veulent se lancer en ligne, quoi, qui ont un ordinateur. Donc, c'est un marché du futur. Et en fait, c'est des supermarchés, hein, et je pense qu'ils sont encore énormément négligés. Tout le monde ne pense pas à cibler l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, qui sont des pays à plus de 100 millions d'habitants. Donc, ça peut être très très intéressant. Quand on part par exemple, des contenus qui sont plutôt informationnels, que tu vas monétiser avec de la publicité assez classique AdSense, sachant que AdSense est déjà présent quasiment partout dans le monde, c'est très très intéressant en fait de partir sur une stratégie comme ça. Et surtout quand tu regardes en gros, si tu regardes en gros la macroéconomie, on va dire, tu as l'Asie du Sud qui est de plus en plus puissante. Tu as de plus en plus de nomades digitaux qui s'installent et qui se sont installés il y a longtemps, ne serait-ce qu'aux Philippines, au Vietnam, comme tu dis, Thaïlande, Indonésie. Ça veut dire qu'il y a toutes ces personnes-là qui embauchent des personnes sur place, des devs, des personnes qui doivent bosser en ligne. Ça fait que tous ces marchés vont exploser dans pas longtemps. Il y a pas photo. S'il y a toutes ces personnes, tous ces employés, des personnes, des westerns qui sont installés là-bas, qui sont en train de se développer, qui ont un ordinateur, eux aussi, ils vont vouloir faire de l'argent en ligne. Donc, il y a un moment où tu as tous ces sites qui vont exploser pour sûr. Et c'est pour ça que Maximilien s'installe. Ah, mais je le vois. Je le vois à l'échelle d'ici de la Thaïlande, que c'est un marché que je connais plus. Ici, le e-commerce, il y a 10 ans, il y avait absolument rien. Aujourd'hui, tout le monde commande en ligne et c'est assez incroyable. Tu vois, tout le monde va commander tout sur. T'as des grosses places de marché énormes. Tous les vendeurs maintenant sont en ligne. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est très différent de la France, où en France, on a beaucoup de petits sites e-commerce où tout le monde peut se lancer avec son propre site. Ici, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, même sur TikTok par exemple, les gens ils vendent énormément. Tu as déjà le social e-commerce qui est hyper développé, où tu as les gens qui font montrer leurs produits en live, tu vois, et ça se vend, ça se vend. Tu appuies sur une touche et tu commandes. Tout se fait de manière automatique. Et tu as des grosses marketplaces, donc ça va être l'équivalent d'Amazon. Il y a Shopee, Lazada. Lazada c'est backé par Alibaba. Et là, c'est des trucs vraiment colossaux qui marchent même, je pense, encore mieux qu'Amazon en France. Ça a pris une ampleur incroyable. En l'espace je dirais, de 6-7 ans à peu près, tu vois, tout a changé et aujourd'hui, tout le monde fait ses commandes avec le téléphone, même dans la rue. Tous les vendeurs peuvent accéder les paiements mobiles. Même les vieux, ils sont avec leur téléphone pour faire des paiements mobiles. C'est assez incroyable de voir à quel point ça se développe très très rapidement ici. La classe moyenne aussi commence à être très très importante et il y a beaucoup plus de moyens. Et donc, c'est des marchés voilà, qui sont très très intéressants. Et voilà, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de croissance. Et à l'opposé, c'est vrai qu'on commence à voir que en Europe, par exemple, ça commence à être un petit peu le déclin, tu vois. C'est vrai que pour moi, l'Asie du Sud est vraiment sous-cotée. Tu vois, quand tu parlais de Shopee, Lazada, il y a Tokopedia, je pense, en Thaïlande, je sais pas. Parce que nous, on a Tokopedia ici. Tokopedia, non, ils se sont pas, mais je sais qu'ils sont incontournables ouais, en Indonésie. Ouais. Et c'est incroyable à quel point ils sont développés. Pour moi, c'est quasi encore plus développé qu'Amazon, ne serait-ce que l'espèce de Uber Eats qu'on a ici. Tu vois, il y a Grab, Gojek aussi. Et les applications vont beaucoup plus loin qu'Uber. C'est-à-dire qu'il y a des services qui sont incroyables dedans. Et tu vois, quand on voit juste le côté banque, peu importe la personne ici, il va avoir l'application de sa banque en ligne. Les applications, je trouve qu'elles sont beaucoup plus développées aussi parce qu'on parle de banques de dinosaures ici, hein, des nouvelles banques en ligne, etc., des dinosaures. On a tous un flash code, c'est que des virements instantanés. Si tu as une personne qui te doit de l'argent ou quoi que ce soit, tu as le flash code, tu envoies l'argent directement. Pareil pour payer son électricité, c'est sur son téléphone, tu mets un code sur ton boîtier et l'électricité est là. Et je trouve qu'en termes de développement d'applications, d'e-commerce, etc., c'est en train d'exploser. Comme tu dis, contrairement à l'Europe qui est un peu plus en déclin là-dessus, quoi. Donc, très beau marché, ouais.
Très beau marché. Donc, tu fais du multilingue aussi depuis un petit moment. Intéressant. Donc, plus en white hat que David black hat, j'imagine. Ouais, 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 forcément. Ah, c'est clair. Mais après, c'est vrai que ouais, tout est stratégie se valent en fait. Et l'important, je pense que quand on fait du black, c'est bien aussi de faire du white à côté pour avoir des projets plus durables et dans lesquels tu peux réinvestir et ne pas forcément toujours compter sur l'éphémère. Ouais, complètement. Complètement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. À part si tu veux faire ça toute ta vie et devoir toujours, toujours te renouveler, c'est clair qu'avoir un beau projet long terme à côté, c'est quand même cool. Ou alors tu fais un gros jackpot d'un coup et c'est la retraite. En parlant de retraite, c'est quoi pour toi la retraite? Est-ce que tu vas continuer de bosser toute ta vie parce que tu es un passionné ou est-ce que tu as un objectif financier et tu dis ok j'atteins ça et après c'est pied en éventail sur la plage tous les jours et même si tu le fais déjà, c'est quoi ton objectif toi? Alors, je pense, je, je sais pas en fait, je connais pas ta réponse, mais je pense qu'on a la même. Euh, Pas vraiment, pas d'objectif financier particulier, juste continuer de kiffer, de bosser. Pour moi, la retraite, je pense que c'est de continuer à faire ce qu'on aime faire. Donc voilà, c'est vrai que j'aime ce que je fais au quotidien, donc je pense que je le continuerai aussi longtemps que ça me botte. Et puis après, c'est vrai que si un jour je m'en lasse, bah, je pourrais passer à autre chose. Mais je pense que on est de toute façon dans un métier qui évolue et il faut constamment se renouveler. Il y a toujours des nouvelles façons de faire, il y a toujours des nouveaux marchés. Et moi, j'aime bien continuer de réaliser cette veille. Et c'est aussi pourquoi j'aime partager sur le blog Web SEO. C'est pour ça que d'ailleurs je l'ai lancé quand je me suis lancé sérieusement sur le web en 2012. Parce que j'aime partager et donc j'aime aussi suivre les dernières tendances et voilà, essayer d'être toujours dans le coup et de pas se laisser dépasser. Voilà. Non, c'est clair qu'il faut toujours se renouveler, hein. Il y a tellement de technologies qui arrivent, tellement de nouveautés. Bah là, quand on parle de l'IA, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent. Et si tu fermes les yeux pendant quelques années, tu es mort. Donc, il faut se renouveler, il faut rester en veille. C'est pour ça que c'est jamais ennuyé aussi. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est clair, on s'ennuie jamais. Il y a toujours des nouvelles news tous les jours par rapport à tous les domaines. C'est vrai que ce qu'on fait, ça touche à tout déjà. C'est pas seulement du code, tu vois. On n'est pas des geeks tant que ça, tu vois. On touche énormément au marketing, tu vois, au SEO, à l'affiliation. On peut faire il y a beaucoup d'humains aussi, tu vois. Il y a la relation avec des clients, avec des partenaires. C'est, tu vas avoir du design, tu vois, tu peux te faire kiffer sur des projets, tu peux faire des projets passion, tu peux faire des trucs qui te kiffent, tu vois. Pas forcément que des projets à vocation financière, mais tu peux faire aussi des trucs, que tu sois passionné de musique, de voyage, de jeux vidéo, de crypto-monnaie, tu peux faire un truc que tu kiffes et en même temps, en plus, tu peux en générer des revenus. Donc ça, c'est vraiment ce que je recommande à tout le monde, de pouvoir faire un truc qu'on kiffe au quotidien. Complètement. Et toi, est-ce que tu as eu des influences? Donc, on parlait tout à l'heure de Niche Poursuite, par exemple, mais est-ce que toi, il y a des personnes qui ont été un peu ton inspiration, des personnes que tu as envie de devenir ou voilà, un profil que tu as envie de devenir? Ouais, ben je pense que j'en ai eu plusieurs. Ça a évolué aussi avec le temps. Quand je me suis lancé, t'avais Pat Flynn déjà que j'aimais bien. Il y avait voilà, Niche Poursuite. Pour moi, c'était aussi un modèle de réussite. T'avais Tim Ferriss, où c'est vrai que je pense comme nous tous, son bouquin m'a mis une claque. Donc pareil, pour moi, c'était des exemples de réussite, des personnes qui avaient réussi à monter un empire, à faire de très belles choses, à déléguer aussi énormément, pour pouvoir justement profiter du quotidien, de pouvoir voyager, profiter avec la famille. Donc voilà, pour moi, c'est toujours d'ailleurs des modèles de réussite, mais il y en a toujours qui viennent avec le temps et je pense que c'est important d'avoir un mentor, de pouvoir aussi se fixer des objectifs, pas forcément que financiers, mais ça peut être voilà, des objectifs en termes de projet, de se fixer, de pouvoir visualiser qu'est-ce qu'on va être dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans.
et tout mettre en œuvre au quotidien, de travailler dessus. Et je pense que c'est important pour quelqu'un qui se lance de ne pas hésiter à charbonner au début. Surtout quand on est jeune, on a encore cette capacité où on absorbe tout très vite, on peut appliquer aussi très très vite. Et plus on apprend, c'est vrai qu'après plus on a tendance à se reposer un peu plus sur nos acquis. Donc c'est important aussi de pouvoir garder l'esprit vif, de continuer à se former et ne pas penser qu'on sait tout. Et on peut toujours apprendre tout de tout le monde. Même parfois, je vois, il y a des jeunes qui se lancent à 20, 22 ans. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Il y a énormément à apprendre des jeunes aussi. Donc forcément, voilà, il faut se renouveler. Il faut pas trop se reposer sur ses lauriers. Tu parlais de visualiser tout à l'heure. Est-ce que tu pratiques la visualisation ou c'est simplement le mot visualiser? Ou est-ce que la Thaïlande t'a apporté un peu ce côté méditation Ouais, si, carrément, franchement, ouais, ça c'est vrai que ça c'est la Thaïlande qui m'a apporté ça. Je pense aussi ma copine aussi, tu vois, le fait de se rendre dans un temple, tu vois, de se poser, de s'asseoir pendant 5-10 minutes et tu vois, juste de méditer, de penser à rien ou visualiser des choses. C'est des choses aussi qui me sont venues en fait quand je suis arrivé ici, donc au début. Et je pense que ça m'a aidé également en fait. Ça m'a aidé à mieux se focaliser, mieux se canaliser, même aussi pour devenir, je pense, une personne plus positive, plus compréhensive vis-à-vis des autres. Je pense que ça peut aider vraiment quiconque, quoi. et comment tu la mets en pratique? C'est-à-dire, tu vas la mettre en pratique pour atteindre un objectif ou pour te changer personnellement? Ouais, c'est plutôt, je dirais, une vision plus globale en fait. Essayer de visualiser qui je serai dans. Donc, tu pratiques la visualisation alors. Et est-ce que tu as déjà eu des résultats par rapport à ça? Est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu as commencé ça il y a longtemps ou c'est encore trop jeune pour que tu aies eu des résultats ou est-ce que ça a vraiment fonctionné? Alors, j'ai commencé il y a longtemps. Ça doit faire quasiment 10 ans en fait, depuis que je suis ici. Après, je le fais pas de manière très régulière. C'est plutôt lors d'occasion, quand il y a un moment vraiment où je peux faire ça, où il y a un moment posé, où on est au calme. Et je pense, c'est difficile à quantifier en fait, je pense, mais je pense que ça peut aider n'importe qui en fait, au quotidien, à pouvoir se focaliser sur les bonnes choses, à pouvoir voir les choses du côté plus positif aussi, et devenir une meilleure personne de manière générale. Complètement. C'est vrai que ce que tu dis, voir les choses de manière positive, c'est un travail de tous les jours de bloquer la négativité. Est-ce que toi, tu as une technique pour le faire ou c'est simplement tu le fais? Alors, souvent, quand il y a une personne négative qui va popper un petit peu devant moi, en général, c'est plutôt en ligne, ben, j'ai tendance plutôt à ignorer, en fait. À ignorer parce que je sais que des fois, la réponse ne va pas être écoutée non plus. Donc, soit ignorer, soit répondre de manière posée, en fait, de manière normale, comme si de rien n'était. Ne pas répondre sur le même ton. Et après, je passe à autre chose rapidement, en fait. J'essaie de pas trop y penser. C'est vrai que bon, on a tendance à le voir peut-être souvent, même sur les réseaux sociaux. Des fois, tu peux voir même sur Twitter, ou ça peut être une personne. Des fois, ça peut arriver de partout, tu vois. Mais je pense que c'est important de ne pas s'immiscer dans les problèmes. Essayer d'en rester écarté le plus possible. Et en parlant de problèmes et négativité, est-ce que tu regardes encore les infos en France? Le moins possible. Non, franchement, pour rien te cacher, en fait, pendant de nombreuses années, hein, surtout au début, quand j'étais à fond pour lancer le business, je regardais plus du tout, en fait. J'avais vraiment coupé complètement. Et quand il y avait un truc important, c'était plutôt mes parents qui me le disaient. Et aujourd'hui, ben, vite fait, en fait, mais sans plus. J'essaie de pas trop suivre parce que de toute façon, je sais que ça change rien à mon quotidien. Et en général, c'est plutôt des news qui ont tendance à être négatives et sur lesquelles on peut rien faire. Donc, c'est plus frustrant qu'autre chose. Donc, je préfère regarder que l'essentiel et ne pas trop perdre de temps là-dedans parce que c'est vrai que c'est une perte de temps. Hmm. Il me semble que c'était Tim Ferriss qui avait parlé de ça dans son livre.
parce qu'il me semble que ça me vient de là où il a parlé justement du fait qu'il a arrêté de regarder les informations, etc. Et en fait, il explique que de toute façon, il y a les personnes qui vont faire un filtre vers toi, c'est-à-dire que ton entourage qui continue à regarder ou peu importe, va te passer les informations les plus importantes. C'est-à-dire, s'il y a vraiment une guerre qui explose à un endroit, s'il y a le Covid, par exemple, ou peu importe, eh ben, tu as une personne qui va te faire parvenir cette information, mais toutes les autres, toutes les choses qui ne servent à rien, en fait, vont être bloquées par le fait que tu ne regardes pas les informations. Et moi, personnellement, je me porte beaucoup, beaucoup mieux depuis que je ne fais plus. Et tu te rends compte que ça ne sert à rien du tout. Ouais, c'est ça, c'est du superflu et vaut mieux en rester écarté parce que c'est vrai, je connais certaines personnes qui suivent ça plusieurs heures par jour, bah, ça les rend anxieuses, tu vois, ça les aide pas vraiment en fait de tout savoir. En plus, c'est très répétitif, ils ont tendance à enjoliver les choses, à essayer de les rendre plus négatifs, enfin essayer de faire peur aux gens. Et ça apporte rien de bon en fait, tu vois, c'est pas des news posées. Et autant, un truc que j'aime bien aussi avec YouTube, hein, c'est que tu as des vulgarisateurs, tu as des gens posés qui vont te faire des news en mode neutre. Et ça, c'est bien, tu vois, à la limite, vaut mieux suivre une vidéo de 5 minutes qui te fait un petit récap des news de la semaine hein, de manière posée, plutôt que de regarder TF1 ou BFM ou etc. Tu vois. Et tu parles de YouTube. Il fait quoi, Max, dans ses temps libres? Alors, temps libre, il y a quelques temps encore, j'aimais beaucoup passer du temps à faire des jeux vidéo. Aujourd'hui, j'ai un petit peu moins de temps. Sinon, ouais, si possible, j'aime beaucoup les jeux vidéo. J'aime beaucoup regarder des vidéos sur YouTube aussi. Il y a plein de sujets qui m'intéressent. Donc voilà, YouTube, forcément, c'est la source où on trouve tout. Et du sport aussi, même si dernièrement, j'en fais moins. J'aime beaucoup le basket. Donc, c'est vrai que si j'avais, là dans le coin, si j'avais des camarades avec qui faire du basket, je pense que je pourrais en faire plusieurs fois par semaine, sans souci. Et donc voilà en gros pour. Et puis voyage, forcément, voilà. Dès qu'il y a moyen, voyage. Ça, c'est le kiff numéro un. Bon, alors j'ai une dernière question à te poser. S'il y a une personne qui regarde ce podcast et qui est là maintenant et qui écoute encore, euh, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est quoi le message que tu aimerais faire passer à cette personne qui aimerait se lancer en ligne ou qui hésite à se lancer en ligne? Alors, pour moi, le conseil numéro un, ça va être de pas hésiter à se lancer, de ne pas avoir de doute sur soi, sur ses capacités, de se former à fond et de passer à l'action, d'être persévérant et d'aller toujours au bout des choses. Parce que je sais que sur Internet, tu as toujours plein d'attractions, il y a plein de choses qui font envie, tu as plein de business models, tu peux avoir envie de faire de l'affiliation, du SEO, tu peux une boutique e-commerce, dropshipping, il y a plein de niches dans tous les sens. Est-ce que je dois faire de la prestation de service? Et en fait, c'est important de ne pas trop se diversifier, surtout quand on se lance. Il faut se spécialiser, essayer d'être très bon dans un truc et aller au bout de son projet. Et voilà, ça c'est vraiment le conseil numéro un que je peux donner parce que je vois beaucoup de gens qui ont voilà, le syndrome de l'objet brillant. Même on est tous impactés, hein, même moi le premier en fait. J'ai tendance à aimer faire plein de choses parce que on a ce FOMO, on n'a pas envie de laisser passer certaines opportunités. Et donc il faut pouvoir se canaliser et se dire ok, je fais ça, je vais au bout, je bosse mon site comme il faut. Une fois qu'il est lancé, je travaille sur sa popularité, je vais le rendre visible. Et après, je passe au projet suivant, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le conseil que je peux donner à quelqu'un qui se lance. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je vais te demander où on peut te retrouver. Donc, il y a WebNSEO qui est ton site. Alors merci à toi Flo, merci pour toutes tes questions très pertinentes. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Alors, pour me suivre, bien sûr, voilà, il y a le blog webnseo.fr, il va y avoir le compte Twitter Maximilien 912. On va voir Facebook, les classiques. Il y a Instagram. Il y a un nouveau compte TikTok qui vient d'être créé. On va voir Telegram. Il y a un Telegram également. Donc en gros un petit peu tous les réseaux sociaux. Mais là où je vais être surtout actif, ça va être plutôt sur Twitter. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup. Je vais mettre tous les liens en dessous pour ceux qui veulent en savoir plus, aller voir, jeter un œil à ta formation, à ta plateforme de vente de liens, à ton service donc de création de sites de niche clé en main.
Donc, merci à toi, Max, pour ton temps et j'espère à bientôt en Asie du Sud ou peut-être autre part. Merci à toi, Flo. Allez, à très vite. Ciao.